Bonjour à toutes et à tous, un plaisir de vous accueillir ici donc au LifeHub Lyon, dont je suis responsable et que j'anime avec certains de mes collègues que vous allez voir dans quelques minutes. Donc moi je vais pas être très long, je vais juste vous dire que ce LifeHub Lyon, c'est un endroit qui est fait pour dialoguer et c'est un lieu qui est dédié à l'innovation ouverte. Je pense que c'est un bon sujet pour aujourd'hui et au dialogue, comme je viens de le dire. Et là vous êtes dans un des centres de recherche de Bayer. Alors peut-être que là vous voyez pas que c'est un centre de recherche, mais dès que vous franchissez les portes là, on est dans le centre de recherche, il y a des labos juste à côté. Donc ce lieu, c'est vraiment une porte ouverte vers ce centre de recherche. Comme le disait, ce lieu, l'Open Innovation, pour nous, c'est très important parce que dans la vision Gene Coverage, ce qui a été important, c'est vraiment d'avoir des outils numériques et à s'adapter aux enjeux de la numérisation de la biotech aujourd'hui. Et quelque part, comment est-ce qu'on peut allier, on va dire, ouverture de ces outils avec sécurisation des actifs des entreprises. Donc, quelque part, ça faisait sens, en fait, à la vision qu'on porte depuis le début. Généralement, créer une entreprise, c'est avant tout une aventure humaine. On peut pas le faire tout seul. C'est beaucoup d'étapes, 2 ans de R&D, 2 ans et demi même. Et dans toute cette aventure, on a eu aujourd'hui à s'entourer vraiment de personnes pour nous aider à créer l'entreprise. Il faut dire que Gene Coverage est né d'une initiative à l'IRT Buaster, donc merci Xavier d'être là. Et à la suite de cette initiative, en fait, on a été rapidement identifié par le LifeHub. Donc on est quasiment né ici, on a grandi ici. Pulsalis aussi qui est là, qui nous accompagne depuis le début. Donc on est parti du constat aussi, quand on regarde l'écosystème général, qui est que 90% des personnes dans la biotech aujourd'hui n'ont pas un accès simple à la data. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on va regarder l'écosystème de manière globale, on a à peu près 10% de data scientists, 90% de biologistes, et qu'un vrai enjeu derrière qu'on a, c'est comment est-ce qu'on rend cette data finalement accessible de manière simple, à la fois aux data scientists et aussi aux biologistes. Pour pouvoir répondre aux besoins métiers des biotech, on a commencé à intégrer dans la plateforme toute une série de technologies de pointe qu'on continue à développer. Et ça inclut notamment ce qu'on appelle les bases de données intelligentes, en fait, où on a collecté et structuré, on a commencé à collecter et structurer une partie des bases de données publiques existantes. On a aussi intégré toute une série d'outils bioinformatiques et de pipelines bioinformatiques centrés sur l'analyse de données omiques. Également des algorithmes d'IA, plus particulièrement des algos de machine et de deep learning, mais aussi des outils de biostat, d'analyse biostatistique. Et aussi une technologie centrée sur la reconstruction et la contextualisation des jumeaux numériques du métabolisme cellulaire. Ces jumeaux numériques, ce sont des copies numériques du métabolisme cellulaire, en fait, qui vont permettre de rapidement et de massivement tester toute une série d'hypothèses biologiques in silico pour pouvoir justement éprouver ces hypothèses biologiques par ordinateur, pas sur la paillasse, et donc économiser du temps et de l'argent expérimental. Sur cet axe de technologie, on a des nouvelles technologies qui sortent, comme l'intelligence artificielle, le multicloud, etc. Et on arrive dans un monde multidimensionnel qui est vraiment très très difficile déjà à concevoir et puis à utiliser finalement. Et donc, pour résumer sur une simple slide, ce qu'on essaye de faire avec Constelab, c'est ça, c'est réduire l'orthogonalité de tous les points de vue, à la fois par rapport aux bio-experts, par rapport aux data experts, mais aussi par rapport à la technologie. Et on ramène tout ça sur un seul plan et on a des outils qu'on peut utiliser en toute autonomie et avec la documentation nécessaire. Été intégré dans la plateforme Constelab, c'est des outils d'analyse omique qu'on a intégrés dans 2 briques logicielles, une qu'on appelait Omix, qui est plutôt une brique généraliste, et une autre qui s'appelle Microbiome, en fait, qui permet de faire des analyses en microbiologie. Donc c'est finalement des outils qui sont des outils de référence en bioinformatique. Donc c'est des choses assez standards. Donc, par exemple, on peut retrouver des outils comme Shame2 en microbiologie pour faire des analyses de diversité. Mais voilà, on a intégré tout un tas d'outils qui permettent de faire des analyses multi-omiques. Si je génère un chaos, par exemple, je supprime un gène, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue métabolique au sein de la cellule? Donc là, c'est vraiment un outil qui est vraiment très puissant pour comprendre les mécanismes d'action d'une molécule.
On peut aussi optimiser des souches, des bioprocédés. Et aussi, c'est l'un des gros bénéfices d'utilisation des jumeaux numériques en biologie, c'est de réduire les expériences en laboratoire. Donc ça permet de réduire énormément les coûts en R&D. À l'horizon 2024, notre ambition, c'est d'être un leader aujourd'hui de la numérisation de la R&D des biotech. C'est-à-dire que on va aller vers une numérisation plus globale de la R&D des biotech pour qu'ils puissent créer de la valeur plus rapidement avec leurs actifs, fédérer aussi les écosystèmes. Et ce que vous devez retenir, bon, enfin c'est la dernière slide, et le Constellab, ça veut dire quoi? La vision qu'on a, c'est que demain, un biologiste d'un laboratoire a besoin de faire une expérience sur, par exemple, un pathogène, sur un organisme. Il suffirait de dire, hello Constellab, je veux faire une expérience dans tel milieu de culture, et le système d'être capable tout seul d'aller déployer dans le cloud une infrastructure pour ce client, d'aller choisir les bases de données qu'il faut. C'est pour ça qu'on a toutes ces bases de données qui sont fédérées dans Constellab, créer un jumeau numérique, faire des simulations, générer des hypothèses et générer un rapport sur son bureau quand il arrive au travail. Donc demain, c'est vers ça qu'on va et c'est cette vision qu'on porte finalement. Donc du coup, Pulsalis, juste en un mot, on est investisseur et incubateur de projets innovants. Donc on travaille en étroite collaboration avec les laboratoires de recherche. Donc ici, on en a un exemple avec le LAGEP. Et donc du coup, on construit les projets, les produits ou les services de demain à partir des résultats de recherche qui sont élaborés dans les laboratoires donc académiques sur le territoire de Lyon-Saint-Étienne. On investit sur ces résultats pour les transformer en opportunités économiques à destination des entreprises et des startups. Si on connaît la société Bayer, c'est une multinationale active dans le domaine de la santé et de l'agriculture. Le slogan de Bayer, c'est Hunger for None, Health for Everyone. Et ici, au centre de Dargoire, centre de recherche de la Dargoire, on est active, c'est un centre de recherche. On a un département de biochimie, de chimie et de biologie active pour la recherche de molécules actives pour la protection des plantes contre les maladies, donc surtout contre les fongiques, les antifongiques. La plupart d'entre vous connaissez Bioaster, l'Institut de recherche technologique, dont la vocation est vraiment de promouvoir les collaborations entre partenaires privés et académiques au sein de l'Institut pour essayer de développer, de dérisquer la recherche en infectiologie. Alors on a 4 grands programmes qui sont les antimicrobiens, le diagnostic des vaccins et le microbiote, dont je suis effectivement responsable. Je suis plutôt biologiste, moi, à la base, donc l'orthogonalité entre la biologie et la data science, je la vis depuis très longtemps. Et je suis content de voir qu'il y a des outils qui arrivent et qui vont, j'espère, permettre de résoudre un peu cette orthogonalité. De modéliser, mais modéliser, j'allais dire en vrai, mais in vivo, avec du vivant, avec des modèles vivants, les interactions bénéfiques entre ces micro-organismes intestinaux et les animaux, les modèles expérimentaux de laboratoire. Quelques années, là, on vient de publier ça l'année dernière, on a modélisé aussi un microbiote minimal de 15 souches qui s'implante chez la souris et qui a des fonctionnalités bien marquées et qui performe très bien chez la souris. Et essayer de comprendre comment ces micro-organismes façonnent la physiologie des animaux au niveau vraiment le plus mécanistique possible. Et donc, ce qui nous intéresse dans ce contexte-là, c'est d'étudier la relation particulière entre la nutrition, la physiologie animale, et comment le microbiote, donc les organismes microbiens intestinaux, façonnent cette étroite relation entre nutrition et l'hôte. Et on focalise en particulier sur la croissance. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux keystones? Alors je fais juste un petit step back parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Les keystones, ce sont des bactéries, quand on parle d'écosystèmes microbiens, qui soutiennent le reste de l'écosystème. Donc elles sont absolument clés, elles sont au cœur de l'écosystème. Et on se rend compte aujourd'hui, notamment à travers le concept de One Health, que tous les écosystèmes sont interconnectés. Et donc si on commence à perdre ces keystones, donc qui
conduisent à un appauvrissement de la biodiversité, bien, il y a certains chercheurs qui affirment qu'on va vers une catastrophe écologique, puisque perdre ces keystones, c'est déstabiliser en réalité l'ensemble des écosystèmes et donc avec des effets dramatiques sur l'environnement et la santé. Le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, ça a été publié en 2015. Et donc, du coup, le but était de proposer le concept de Keystone Genes. Donc, comme l'a introduit Sandrine, on s'intéresse ici à la fonction. Et on remonte après au micro-organisme clé, le Keystone Strain. Et donc, de le faire dans le processus de fonctionnalité clé dans le réseau métabolique reconstruit à l'échelle de la communauté. Donc c'est comme ça qu'on définit, nous, dans cette publication, le Keystone Genes. Donc c'est par analogie vraiment à ce qui a été présenté par Sandrine tout à l'heure. C'est vraiment une position topologique particulière qui est là, à la différence de Keystone Species, caractérisée par un degré assez bas au niveau de l'approche de la caractérisation topologique du gène dans le réseau. Donc vous avez les gènes qui sont des nœuds et les métabolites qui sont représentés par des liens d'association entre ces gènes. L'évolution des bases de données et puis les outils d'analyse avec les besoins qu'on a en pérennisation, en recherche et développement. On le voit bien, nous, on fait des projets qui durent jusqu'à 12 ans entre le moment où on trouve quelque chose et le moment où on est sur le marché. Peut-être c'est plus court dans d'autres endroits, mais malgré tout, il y a un temps de la recherche qui est long. Alors, toutes ces expériences qui ont été faites il y a ne serait-ce que 3 ans, comment on s'en resserre? Est-ce qu'on peut voilà, je voulais votre avis sur ces sujets-là. On commence par Hugo, allez. Oui, je pense qu'un moyen simple de pérenniser la connaissance et de la confirmer, c'est aussi de réutiliser la donnée, d'abord, parce que la donnée, elle est réalisée depuis 20 ans maintenant sur le high throughput sequencing. La donnée omique, elle a 20 ans d'âge et en fait, les bases de données ont déjà évolué depuis beaucoup, bien sûr. Et donc, du coup, dans la réinterprétation des données, il y a quand même des papiers aujourd'hui qui sortent où, en fait, ils n'ont aucun labo, ils n'ont qu'une expertise, c'est l'analyse de données. Et en fait, ils trouvent des choses assez incroyables. Juste écho aussi, il y a différentes solutions aussi pour alors il y a la pérennisation, mais il y a la reproductibilité, réussir à réexploiter des vieilles données, des vieilles bases de données. On a peut-être perdu la compatibilité avec les plateformes contemporaines, mais le cloud, la virtualisation des données, la containerisation, les environnements, tout ça, ça permet maintenant de permettre une reproductibilité dans le temps que l'on n'avait pas ailleurs. Ces espaces de données mutualisés, est-ce que vraiment ils soutiennent l'innovation? Est-ce que on va pouvoir stimuler cette innovation sans problème d'IP, de concurrence, etc. Donc, je vais m'adresser à Sandrine et François, peut-être, pour répondre à ces questions. Oui, enfin moi je pense que effectivement la mutualisation des données, enfin des connaissances en général est plutôt porteur, stimule l'innovation. J'ai en tête des exemples, notamment dans l'industrie pharma, où il y a quelques années, il y a eu des consortia pré-compétitifs qui ont été mis en place, où une grande quantité de données pour identifier des cibles thérapeutiques particulières a été partagée. Et puis ensuite, chacun est reparti de son côté avec les cibles à traiter. Peut-être un petit mot sur la sécurité, parce que vous travaillez avec des données cliniques, par exemple. Oui, avant ça, c'est effectivement, classiquement, on avait le serveur juste à côté dans le placard, mais c'était aussi nous qui étions responsables de la sécurité quelque part. Même si on avait un prestataire informatique, bon, voilà, c'était une des tâches qu'il avait à effectuer. Aujourd'hui, tout ce qui va être fournisseur de cloud, c'est un besoin vital que ce soit sécurisé, parce que sinon, ça veut dire que le modèle du cloud s'effondre et qu'ils n'ont pas de clients, enfin voilà.